proposition de solution menée très orientée sur l'humain. Très orienté sur l'humain, ça veut dire quoi? C'est mettre la personne au centre du fonctionnement, en prenant en compte les aspects liés à l'ergonomie, qualité de vie au travail. Et ça, je le répète, ça peut aller loin dans le sens où on s'aperçoit de plus en plus, et je fais juste une parenthèse sur les formations ESD que l'on a faites il n'y a pas longtemps, c'est qu'à partir du moment où les personnes n'ont pas compris à quoi servait leur travail, n'ont pas compris les contraintes qu'on leur apportait, qu'on leur donnait, n'ont pas compris leur travail, eh bien, on avait du mal à mettre en œuvre. Donc ça, pour nous, c'est très important, sensibiliser les personnes à quelle est la raison d'être de mon poste, à quoi je sers. Donc, si on revient sur les aspects qu'on avait vus tout à l'heure, protection de la personne, on retrouve zone à risque et on retrouve traitement de l'air. Offre globale, important, comme je dis toujours, on fournit l'ordinateur et le logiciel, donc s'il y en a un qui ne marche pas, vous savez au moins à qui vous adresser. Donc, des expertises pour vraiment comprendre. Aujourd'hui, je pense que l'équipe CPELEC est capable d'identifier clairement vos problématiques. Et l'équipe CPELEC, on verra ce que ça représente, c'est vous accompagner parce qu'on a des gens qui sont dans des domaines pointus depuis très longtemps et surtout, on a une expérience très forte. On a fêté nos 30 ans il y a pas longtemps. Donc, on a, j'allais dire en mémoire, plus de 1000 process identifiés avec 1000 difficultés rencontrées. Le point aussi sur lequel nous, on s'attache, c'est, on l'a vu, on va vous dire qu'il y a des progrès à faire. On va vous proposer des solutions, audit, formation, solutions techniques, mais avec une obligation de résultat. Et ça, pour nous, c'est important. C'est-à-dire que si ce qu'on a retravaillé ensemble, ça ne vous convient pas, on le refait, bien sûr, par rapport à un cahier des charges prédéterminé. Donc là, on a quelques points un peu techniques, process, formation qualifiante, tous les aspects liés à la conduite du changement ou autres, et des solutions de brasage. À titre d'information, semaine prochaine, on va faire des points sur le 5S, l'Uline ou autre chose. Mélissa vous présentera tout ça. Mais pour nous, ça, c'est important. Pour terminer, donc 60% de notre activité et de notre histoire vient de l'électronique. Et par rapport à ce qu'on sait faire dans ce domaine-là, sur l'identification des zones à risque, sur la partie traitement de la pollution, ainsi que sur nos procédures un peu transverses, eh bien, on intervient dans d'autres domaines d'activité comme l'agroalimentaire, la cosmétique. On travaille actuellement avec les cimenteries Vica sur leurs 23 filiales en France pour les accompagner sur la formation, mise en place de procédures, fiches d'instruction pour tout ce qui est consignation. Voilà, je vais laisser la parole maintenant à nos experts. Alors, quand je parle de l'équipe CPELEC, hein, je le répète, c'est les salariés de CPELEC, c'est les experts avec qui l'on travaille, c'est nos fabricants, c'est plus de 30 personnes sur France, Suisse, Belgique qui sont à votre disposition. Anne, c'est toi qui continue? Ok, mais on va Donc, je vais partager l'écran. Voilà. Et donc, normalement, vous devriez voir le slide de titre. Tout à fait, c'est bon. Donc, on va juste commencer par un tout petit mot d'introduction. Donc, en fait, Inotelos, nous sommes deux, Anne et Didier. Je vous laisse deviner qui est qui. Et nous intervenons essentiellement dans des entreprises qui travaillent pour d'autres entreprises. Nous faisons du conseil, nous faisons de la formation, nous faisons des jeux sérieux mais souriants. Et nous les faisons dans les domaines qui sont là où nous avons 70 ans d'expérience cumulée à deux, Anne et moi. L'innovation, tout ce qui est le business et la stratégie, mener des projets et industrialiser. Et là, avec la période actuelle, avec deux focus, un focus sur la relocalisation, parce qu'un certain nombre d'entreprises s'aperçoivent qu'elles ne sont pas assez résilientes et qu'elles devoir relocaliser certaines choses.
et puis un focus sur le travail et les interventions à distance. Et ben, c'est le thème de ce que nous allons voir ensemble cet après-midi. Et donc, cet après-midi, donc on va démarrer tout de suite par un premier quiz autour du télétravail, du travail à distance. Puis, ensemble, nous balayerons 4 points. Quels outils? Quelle organisation? Comment réaffecter ou affecter les priorités? Et quels enseignements on pourra en tirer quand on sera de retour au bureau? Puis nous terminerons par un autre quiz et puis par des échanges. Donc, je vous propose, si vous en êtes d'accord, un premier quiz. Donc, pour ça, pour donner les réponses, je vous suggère d'utiliser le chat et de mettre la lettre de votre réponse préférée dans le chat. Donc, on va commencer par la première question. Donc, la première question, c'est avant le confinement, aviez-vous déjà pratiqué le télétravail? Donc, A, pas du tout. B, très peu, juste lors de quelques déplacements, de choses comme ça. C, 1 à 3 fois par mois. Et D, au moins 1 fois par semaine. Donc, est-ce qu'il y a des premières réponses? Oui. Alors, évidemment, Jean-Pierre, il a répondu, mais pas du tout par une lettre, quoi. Pour l'instant, on est à 4B, 2D, et ça fait 1 an de Jean-Pierre. Donc, ce qui veut dire, je suppose D. C'est bon, tout le monde a répondu? C'est bon. On passe à la question d'après? Ouais. Donc, la question suivante, c'est combien de temps vous avez passé pour mettre en route vos outils informatiques nécessaires au télétravail? Donc, A, j'avais déjà tout. B, moins de 2 jours. C, de 3 à 10 jours. Et puis D, ben, je suis toujours dans la galère. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? On est bientôt bon. Eh bien, on a… Ouais, ça y est, on a les réponses. 5A, 3B, 1C. D'accord. Alors, maintenant, la troisième question, c'est les difficultés majeures que je rencontre, est-ce qu'elles sont liées, alors A, aux outils informatiques, B, à la surcharge que crée la distance, C, aux difficultés de communication, D, au manque de soutien, E, à des consignes pas assez claires, et F, à l'avalanche de mails. Oula. Alors. Alors Alors, attends. Là, c'est compliqué parce qu'il y en a qui ont répondu plusieurs questions.
C'est comme une majorité pour C. Après, il y a 8C, 5A, 2B, 1D, 1E. Ok. Et puis la quatrième et dernière question, si on se projette dans un avenir qu'on espère proche, qui est le jour du déconfinement, est-ce que nous allons cesser définitivement et plus jamais le télétravail? Est-ce qu'au contraire, on va en faire plus souvent? Est-ce qu'on changera notre manière de travailler au bureau? Est-ce qu'on poussera pour obtenir des outils informatiques plus efficaces? Ou est-ce qu'on rétablira une vraie communication avec nos collègues? Alors, j'ai 3B, 2C, 3D, 3E. Ok. Et donc, en fait, si on prend toutes les réponses que vous avez données là dans leur grande diversité, en fait, vous couvrez collectivement les aspects qu'on va aborder. Donc, on va parler d'abord des outils, ensuite de l'organisation, ensuite des priorités et aussi du retour au bureau. Donc, commençons par les outils. Donc, évidemment, pour télétravailler comme pour n'importe quelle autre action professionnelle, il nous faut des outils efficaces. Et ces outils, en fait, ils doivent avoir deux points communs. La première chose, c'est qu'ils doivent être utilisables partout, puisque là, on se retrouve tous confinés généralement à nos domiciles. Et puis, il faut qu'ils soient utilisables par le personnel de l'entreprise. Et aussi, comme on ne travaille pas tout seul, qu'on a des clients, des fournisseurs, des prestataires, etc., avec les gens avec qui on va interagir, c'est-à-dire le personnel d'entreprise ou d'organismes qui sont extérieurs à l'entreprise. Et donc, le cahier des charges de nos outils, pour être efficace, c'est vraiment partout et par tout le monde. Alors, on a listé 6 outils qui nous paraissent importants et on les a listés par ordre décroissant d'importance. Le premier, c'est vraiment d'avoir une messagerie collaborative, ce qu'on appelle aussi un chat en anglais, c'est-à-dire quelque chose où on va pouvoir, exactement comme il y a à droite de votre écran là en ce moment et où vous avez noté les réponses au quiz, d'avoir une messagerie instantanée qui permet comme ça de dialoguer par écrit avec des collègues ou des relations extérieures à l'entreprise et aussi de se passer des fichiers ou des liens. La référence dans la matière qui, en plus, tant qu'on l'utilise de façon modérée et parfaitement gratuite, c'est Slack. Vous avez aussi le système grand public WhatsApp, mais qui marche très bien aussi. Vous pouvez utiliser, beaucoup de gens le font parce qu'ils ont l'habitude de l'utiliser à titre personnel et donc la liaison professionnelle se fait assez facilement. C'est Facebook Messenger, mais avec les problèmes de sécurité et de confidentialité que ça pose. Et puis, dans le monde professionnel, on trouve souvent Microsoft Teams, mais Microsoft Teams, ça a beaucoup de mal à sortir aisément de l'entreprise et donc de permettre des interactions avec des personnes extérieures à l'entreprise. Et ça, c'est vraiment le premier outil, avant tout le reste. Et Anne y reviendra quand on parlera de l'organisation. Le second, c'est ce qu'on est en train de faire là, c'est une visioconférence. Donc, il faut une visioconférence qui marche. Donc, la référence du moment, c'est Zoom. Zoom, ayez conscience quand même que ça pose des problèmes de sécurité. Donc, sur quelque chose qui est très ouvert, comme ce qu'on fait cet après-midi,
ça pose pas de problème particulier. Personnellement, je discuterai pas d'un appel d'offres sur Zoom ou de quelque chose ayant une importance forte pour l'entreprise sur Zoom parce que l'historique de sécurité de Zoom est pas très bon. Vous avez Google Hangout qui est une très bonne alternative et qui à partir de demain d'ailleurs existe même dans les versions gratuites de Google. Mais vous avez quelque chose qui marche gratuitement jusqu'à 4 personnes et ensuite qui a des tarifs tout à fait modérés, qui s'appelle Whereby et qui est une solution européenne. Après, vous avez les deux solutions de Microsoft, le Skype grand public et le Skype Business. Le Skype Business, ça marche très très mal. Et pareil, déconseillé pour travailler avec des gens externes à votre entreprise. Le Skype grand public, c'était l'acteur historique. C'est plus au niveau des autres. Oui, Didier, il y a une question là qui est est-ce que Skype va disparaître? Ben, Skype, pour l'instant, Microsoft le maintient. Alors, qu'est-ce que va décider Microsoft dans le futur? J'ai longtemps que j'ai pas téléphoné à Satya Nadella, donc je sais pas. Le Skype Business, il est maintenant intégré dans Teams avec exactement les mêmes problématiques. Okay. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, ça répond. Ok. Le troisième outil, bah, c'est de pouvoir stocker dans le cloud et partager des documents. Il faut que ça soit dans le cloud et pas dans l'entreprise. Pourquoi? Bah parce que aujourd'hui, nous ne sommes plus dans nos entreprises. Et par exemple, si on a un serveur dans nos locaux, bah, c'est arrivé là où travaille mon épouse. Il y a eu une panne de courant. Et comme il n'y avait personne pour remettre le jus, bah, ils ont été pratiquement une journée sans pouvoir accéder à leurs documents, à leurs outils de travail. Donc, les deux grands acteurs du domaine, c'est Google Drive, soit dans sa version gratuite, soit dans sa version professionnelle, et Dropbox, idem, version gratuite, version professionnelle. Il y a le OneDrive de Microsoft, avec les mêmes inconvénients qu'on a déjà dit pour les outils Microsoft. Puis quelque chose qui est très prisé, notamment dans les grandes entreprises, qui s'appelle Box, et qui, pareil, a du mal à bien sortir de l'entreprise. Donc, partager, je sais pas quoi, des plans, des cahiers des charges avec des fournisseurs, avec Box, c'est souvent une galère. Ensuite, le quatrième outil qui est lié au précédent, c'est de pouvoir, sur de la bureautique, des documents, des tableurs, des présentations comme celle-ci, pouvoir collaborer, pouvoir travailler à plusieurs sur des documents. Donc là, les deux grands trucs, c'est d'une part Google et d'autre part la version en ligne des outils Microsoft Word, Excel, PowerPoint là, qui s'appelle Office 365. Je ne vous refais pas le sketch sur Microsoft. Ensuite, cinquième et avant-dernier outil, c'est d'avoir un système de tableau ou de gestion de projet. Donc, en gros, des tableaux où vous pouvez coller des cartes, un peu comme les tableaux qu'on peut avoir dans nos bureaux. Le leader là-dedans, c'est clairement Trello. Et vous avez Asana, qui est une alternative très similaire. Et pareil, les deux offrent version gratuite puis version payante au-delà d'un certain nombre d'utilisations. Et puis, le dernier outil qu'on a mis, c'est d'avoir accès à un service de coursier de livraison de paquets, enfin d'expédition ou de livraison de paquets, parce que il y a beaucoup d'entreprises où de temps en temps, on a quand même besoin d'un petit truc ou de quelques papiers importants ou de faire partir des papiers importants ou des petites choses. Et même si on est très en ligne, il y a quand même quelques aspects physiques. Je vais prendre un exemple tout bête. Des comptables qui peuvent plus scanner des factures ou des documents comptables, ils sont à l'arrêt. Et quelque part, pouvoir expédier ou recevoir quelques enveloppes ou quelques petits colis, c'est important, même si ce n'est pas dans le monde virtuel. Donc voilà, donc avant de passer la parole à Anne pour la partie organisation, est-ce qu'il y aurait des questions ou des
commentaires ou des remarques sur cette partie outils? N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous le désirez. Je pense qu'on peut passer à la suite. Donc Anne, à toi pour l'organisation. Voilà, alors pour l'organisation, ce qui est important, c'est qu'une fois qu'on a les outils qui sont nécessaires, il ne faut pas penser que les outils vont tout faire et il faut surtout mettre en place une organisation humaine. Et alors pour ça, il y a une première chose à faire qui est vrai quand on est au bureau, mais qu'il faut surtout mettre encore plus en avant quand on est chacun chez soi, c'est le verbal avant l'écrit. Donc, on évite d'envoyer des mails. Ça, le mail, c'est une horreur parce que surtout si des choses peuvent être un peu conflictuelles ou qu'elles peuvent être complexes, expliquer le complexe, le conflictuel réellement par mail, ça risque d'être très mal interprété, le contexte n'y est pas. Donc, ce qu'il faut faire dès qu'on a quelque chose qui est soit complexe, soit conflictuel, c'est le téléphone ou la visio. Il n'y a rien de pire qu'un mail qui fait 3 pages et qui explique pourquoi ça ne marche pas. Ensuite, tout ce qui est informatif, tout ce qui est opérationnel, ce qui est l'envoi de fichiers, on utilise le chat et on le limite à 3-4 lignes, quoi. Il faut que ce soit un message qui soit court et qui soit vraiment informatif, opérationnel. On n'utilise pas le mail, on utilise le chat. Et tout ce qui est mail, c'est considéré comme étant officiel. Donc, avant d'écrire un mail, on se pose la question de savoir si ce n'est pas plus efficace, soit de faire un chat, soit de faire un coup de téléphone ou de la visio. Mais déjà, on essaye de limiter au maximum le mail. La deuxième chose, c'est qu'il est très important, surtout quand on est à distance, de maintenir le contact et les interactions entre les personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que chacun est chez soi qu'on ne doit pas s'appeler. Quand on se voit naturellement au travail, on va penser, on va penser en voyant la personne à dire « Ah bah tiens, je pensais à ça ». Là, il faut appeler. Il ne faut pas attendre d'être appelé, mais il ne faut pas hésiter à appeler, même si on n'a pas un point toujours précis. Toujours commencer par demander des nouvelles, comme on le ferait quand on se voit en tant que collègue ou client fournisseur, et essayer de réinventer un peu de l'informel. Faire du e-café, ne pas hésiter à faire une petite blague quand on commence quand on a une réunion et on essaie de détendre un peu l'atmosphère ou de mettre un peu de convivialité. Bon, réinventer un peu d'informel, appeler, vraiment maintenir les contacts et les interactions entre les personnes. Ensuite, comme chacun est à distance, il faut absolument augmenter son niveau de tolérance les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que les connexions techniques peuvent être mauvaises. L'environnement matériel, il est peut-être nettement moins bon chez soi qu'au bureau. On peut être au milieu de son salon. Quand les enfants sont dans l'EHPAD, il faut admettre qu'il y a des enfants qui passent au milieu d'une réunion et puis pas avoir à faire une tête de 100 pieds de long en face parce que les enfants dérangent. Il y a en plus des différences de métier, de culture, parfois de langue, d'intérêt, de goût, d'âge, de tout ce qu'on veut. Et à partir du moment où on est comme chacun à distance, chacun dans son environnement, le non-verbal n'a pas complètement la même facilité à être comprise. Donc, il y a une certaine distorsion et il faut en tenir compte. Donc, comme on est à distance, on est très tolérant sur tous ces aspects-là. Il ne faut pas hésiter non plus, surtout quand on est nombreux et quand on est dans une réunion de travail, à répéter, ou même quand on est à 2 ou 3, à répéter, à reformuler, parce que peut-être que ça n'a pas été bien compris, reformuler avec ces mots pour être sûr que ce qu'on a entendu, c'est bien ce que voulait dire la personne.
questionner, demander. On peut ne rien comprendre à ce que dit l'autre en face parce qu'il est peut-être complètement dans ses trucs et puis vous n'y étiez absolument pas. Donc, ne pas hésiter à dire ben, oui, je ne comprends pas, ou qu'est-ce que tu veux dire, ou demander, ou poser une question parce que le contexte n'y est pas, ou poser une question ouverte même. Surtout, ne pas hésiter à intervenir. Et quand on est dans une réunion, il est quand même très, très bien d'écrire et de partager le compte-rendu en direct. Ça va avoir plusieurs points très positifs. C'est que, d'une part, tout le monde va voir en direct ce qui est écrit, et s'il y a quelque chose qui est finalement pas ce qui pensait avoir été dit, ou là où on pensait avoir été d'accord, ben, au moins on peut intervenir à ce moment-là. Et d'autre part, ça évite de faire le compte-rendu après, ce qui va prendre encore plus de temps, puis l'envoyer par mail, et puis les gens souvent ne le liront pas ou le liront puis diront c'est pas du tout ce qu'on avait dit, et puis c'est reparti pour un tour. Donc c'est une très bonne pratique, même si ça prend un tout petit peu de temps, mais d'avoir quelqu'un qui prend le compte-rendu, qui l'écrit en direct et qui le partage en direct. Alors quand on fait des téléréunions, encore plus que quand on fait une réunion, il faut préparer. Encore plus, encore mieux. Il faut à l'avance transmettre l'ordre du jour et les documents. Il faut aussi désigner un animateur. C'est-à-dire qu'il y a un animateur qui doit animer rigoureusement, qui doit aussi s'assurer du timekeeper, aussi utiliser avec la vidéo. Il y a un truc pour demander la parole qui est pas mal, c'est de montrer qu'on veut prendre la parole. Alors, il y en a qui uniquement lèvent la main, mais ce qu'il y a de bien, c'est que le premier, il met 1, puis le deuxième, après, met 2, le troisième met 3, et puis après, quand le premier a fini de parler, on remet 1, celui qui avait mis 2 met 1, etc. Comme ça permet de assez facilement donner un ordre de parole en fonction de la file d'attente, quoi, hein. On prend son ticket. Et ne pas oublier que de toute façon, le verbal avant l'écrit, et on bannit le mail. Il y a une chose qu'il faut retenir, on bannit le mail. On se parle. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ou est-ce qu'on passe aux priorités ? Allez, je te laisse la parole, Didier. Oui, donc la question qui se pose aussi, compte tenu de la situation, enfin à la fois la situation économique générale et la situation particulière créée par la distance, c'est quelle priorité on doit mettre, qu'est-ce qu'on doit faire en premier, etc. Ou une autre façon de poser la même question, c'est comment on fait pour continuer à marquer des points, à marquer des essais. Alors pour faire ça, en fait, il faut se placer suivant 2 points de vue. Le premier point de vue où nous devons nous placer, c'est le point de vue de nos clients, puisque la situation affecte autant nos clients qu'elle nous affecte. Donc, qu'est-ce qui leur est devenu indispensable à nos clients? Il y a probablement des choses qui, il y a 1 mois et demi, 2 mois en arrière, n'étaient pas fondamentales pour eux et qu'ils sont devenus, ou qu'ils sont restés. Et puis là, comme on s'approche de la reprise ou d'une certaine reprise, quels vont être leurs besoins pour cette reprise et puis pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut anticiper de ce qu'ils vont avoir besoin? Parce que probablement aussi, il y a certainement des choses qui ne sont pas identiques à ce qu'on faisait ou ce qu'ils faisaient au mois de février. Et puis, symétriquement, il y a très probablement des choses, des besoins qui leur sont devenus inutiles. Donc ça, il faut vraiment qu'on se fasse une idée, quitte d'ailleurs, si on ne le sait pas, à les appeler, à les contacter pour le savoir. Donc ça, c'est la première chose, c'est comprendre ce qui a changé et ce qui n'a pas changé chez nos clients. Et puis, il faut faire la même chose pour nous, du point de vue de notre entreprise. Et là-dedans, pareil, la situation a bousculé plein de choses. Donc, il y a des choses que nous pouvons facilement réaliser dans la situation actuelle.
puis à l'inverse, il y en a d'autres qui sont devenus difficiles, voire impossibles. Et puis, là-dedans aussi, il y a certainement des choses, exactement comme je l'ai dit tout à l'heure pour les clients, qui nous sont devenues inutiles, qu'on faisait et qui avaient de l'importance en février, mais qui n'en ont plus et qui ne vont pas en avoir dans les semaines à venir. Alors, une fois qu'on a fait ça, ben, ces deux points de vue, celui des clients, celui de l'entreprise, on peut les poser dans une matrice pour définir notre priorité. Donc sur la verticale, on peut mettre les clients. Donc tout en haut, on mettra ce qui a un intérêt immédiat pour les clients. Ensuite, ce qui a un intérêt très fort pour nos clients à la reprise. Et puis, ce qui n'a pas ou plus d'intérêt pour nos clients. Et puis, sur l'axe horizontal, on va mettre ce que nous savons faire. Donc, qu'est-ce qu'on sait facilement faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on sait faire des changements, des substitutions? Et qu'est-ce qu'on ne sait pas faire? Et puis, ben, assez naturellement, déjà, ce qui n'a pas d'intérêt pour les clients, il ne faut pas le faire. Ce n'est pas la peine qu'on dépense notre énergie qui est quand même très précieuse et nos ressources qui sont très précieuses en ce moment pour faire des choses qui n'intéressent pas ou plus nos clients. De la même façon, user le soleil à faire des choses qui ne sont pas faisables, ça ne sert à rien non plus. Donc ça, il faut vraiment se dire, on arrête et on n'arrête vraiment pas, on en fait quand même un peu parce que c'était bien ou qu'on aimait bien le faire. Du coup, corrélativement, on va se focaliser d'abord sur ce qu'on sait faire et qui a beaucoup d'intérêt pour nos clients. Donc là, ici, et puis évidemment en priorité 2, ce qu'on sait faire et qui va intéresser les clients à la reprise, ou ce qu'on sait faire modulo des changements, des substitutions pour nos clients, et puis en priorité 3, ce qu'on sait faire en changeant et qui va intéresser nos clients dans quelques semaines. Et ça doit vraiment guider nos choix puisque la situation actuelle a complètement modifié nos entreprises, mais aussi nos clients, mais aussi nos fournisseurs. Et penser qu'on va revenir à la normale, alors peut-être pas le 11 mai au matin, mais le 12 mai à midi, c'est probablement assez illusoire. Avez-vous des questions ou des commentaires avant qu'on passe au dernier aspect? Il n'y en a pas dans le chat, mais je propose qu'on passe au dernier aspect et puis on lancera les questions après. Alors, de retour au bureau. À un moment, on va bien y retourner au bureau. Donc, déjà, continuer à privilégier l'humain et les interactions. Alors, bien sûr, avec les distances de sécurité, les gestes barrières, etc., etc., mais continuer à privilégier l'humain qu'on a peut-être été amené à remettre sur le dessus du panier quand on était en confinement. Continuer aussi à supprimer les tâches inutiles. Parce que ça a peut-être été l'occasion de voir qu'on faisait des choses qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt ou peu d'intérêt. Donc à ce moment-là, on les supprime. Continuer à utiliser les outils collaboratifs. C'est-à-dire qu'on continue à utiliser moins le mail et surtout, on peut utiliser les outils collaboratifs qui sont les partages de fichiers, qui sont les messageries instantanées, qui sont par exemple les outils de gestion de projet collaboratifs. On essaye de continuer à les utiliser parce que même quand on est ensemble, ça permet que si on est amené soit à se déplacer, soit à retourner en télétravail, etc., ben on va s'apercevoir que c'est des outils qui sont très, très intéressants. Et surtout, on continue à bannir le mail. Le moins de mails possible. Alors, on a fini notre présentation et on va faire un quiz pour lancer des échanges peut-être. Voilà. Donc, un petit quiz pour terminer. Donc même système que tout à l'heure, vous répondez là où les réponses qui vous paraissent pertinentes en désignant leurs lettres dans le chat.
Donc la première question, c'est quand j'organise une réunion à distance, bah, j'ai fixé un ordre du jour à une durée identique aux réunions physiques pour conserver les habitudes que nous avions. Ou bien, réponse B, j'envoie une invitation avec un lien de connexion. Réponse C, j'envoie le compte-rendu 48 heures plus tard. Réponse D, je reformule systématiquement chaque décision. Et réponse E, je laisse les participants s'auto-organiser. Alors. Nous avons 3A, 5B, 1C, 5D. Anne, je pense qu'on t'a pas entendu. Ah, je vais redire alors. 3A, 5B, 1C, 5D. D'accord. Passons à la question 2. Donc alors c'est évidemment il peut y avoir plusieurs réponses. Les outils indispensables au télétravail sont A, un agenda en ligne, B, le mail, C, le partage de fichiers, D, le hamac, E, la visioconférence, F, le tableau de gestion de projet et G, le service de coursier. Alors. Attends. Alors, nous avons 7A, 1B, 6C, 5D, le hamac a du 7E, 7F et 2G. D'accord. Donc, avant-dernière question, pendant que je travaille à distance, bah, réponse A, je m'entraîne à la distanciation sociale en limitant mes coups de téléphone à 1 par jour. B, j'ai des contacts téléphoniques ou visio fréquents avec mon équipe et mes relations. C, je change mes priorités, je me réorganise pour éviter d'être submergé. Et puis D, je reste connecté H24 et je réponds immédiatement aux sollicitations. Alors. Alors là, il y a quand même une quasi-unanimité où tout le monde quasiment dit BC. BC, Jean-Pierre disant qu'il téléphone avec son masque d'ailleurs. Non, tout le monde dit BC.
Donc, ça fait 7B, 7B, 7C. Ok. Et puis, dernière question qui porte sur le travail collaboratif. A, le travail collaboratif est indispensable au bon fonctionnement d'entreprise. B, c'est impossible en télétravail. C, c'est complètement automatisable avec de bons outils informatiques. D, ça demande une adaptation importante de ses propres pratiques. Et E, ça exige de fortes compétences informatiques pour être pratiqué à distance. Alors, quels sont les résultats? 6A, 3C, 4C, 1D. D'accord. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est on va rentrer dans un moment d'échange. Ceux que ça intéresse, vous pouvez aller sur la page dont l'adresse est indiquée à l'écran. Vous y trouverez des vidéos et des ressources autour du télétravail. Donc, je vais cesser le partage de mon écran pour qu'on puisse se revoir. Donc, vous me laissez 10 secondes le temps de faire les manipulations. Et je pense qu'en parallèle, vu qu'on n'est quand même pas, oui, on n'est pas hyper nombreux, je pense qu'on peut même tous activer les micros et puis prendre la parole les uns après les autres. Ou alors, ceux qui veulent prendre la parole activent leur micro au moment où ils la prennent. Donc, qui veut… Voilà. Jean-Pierre, tu veux dire quelque chose? Je suis repéré dès que je touche à quelque chose, c'est fou ça. Ah bah oui, t'es repéré. T'es repéré. Oui, juste une remarque. Alors, je crois que c'est toi, Didier, qui avait présenté cette partie-là en disant que nos clients allaient avoir ou avaient des priorités, des attentes et des objectifs différents par rapport à il y a quelque temps. Est-ce que tu mets aussi dans le même pavé ce que j'appelle moi le client interne? Aussi, c'est-à-dire que nos collègues, oui, ce que j'appelle les clients internes, c'est en fait les collègues avec qui on travaille, ben, eux aussi, ils ont vu, au même titre que tout le monde, leur quotidien professionnel bousculé, à la fois parce que bah, ils sont pas dans leurs conditions normales, et en plus, puisque beaucoup d'entreprises ne sont pas dans des opérations normales, que ça soit les approvisionnements, la production ou la vente. Et donc, quand j'ai dit les besoins de l'entreprise tout à l'heure, c'était sous-entendu, et pour faire simple, les besoins de chacune des personnes qui composent l'entreprise. Est-ce que ça reviendrait aussi, surtout dans ces périodes difficiles, à revoir presque, on va dire, les missions de chacun au sein de l'entreprise pour coller au mieux aux nouvelles attentes, aux nouveaux fonctionnements de nos clients? Bah, pour moi, oui, c'est-à-dire que là, on est ce que, par exemple, dans la marine militaire, ils appellent la fonction prime le grade, c'est-à-dire que quand il se passe quelque chose de grave sur un bateau de guerre, et ben, tout le monde s'y met, même si c'est pas notre mission de tous les jours. Si là, j'en sais rien, au moment du déconfinement, par exemple, il y a des clients à aller livrer et qu'il n'y a pas assez de services logistiques, on peut imaginer que des gens dont c'est pas le métier prennent une voiture et aillent livrer le client. Peut-être que c'est des choses comme ça qu'il faut arriver à faire, au moins, parce que je pense que là, avec le déconfinement, nous allons vivre tous un régime transitoire très compliqué, très chaotique, puisque des choses vont démarrer, d'autres pas, va y avoir des aléas et ainsi de suite. Si on n'est pas prêt
tous autant qu'on est dans toutes nos entreprises, à s'adapter et à accepter, pas dans cette période agitée, de faire des choses inhabituelles, ça va être compliqué. Et je pense à l'inverse que les entreprises qui sauront faire ça et motiver les gens pour que ça se passe quasiment spontanément, ce sont les entreprises qui vont s'en sortir. Est-ce que tu penses que aussi la relation client va être différente? Je m'explique. On a tous vécu à des niveaux différents pendant ces périodes-là. Un certain stress, je veux dire, quand tu regardes la télé le soir, enfin moi je ne regarde plus, hein, donc tu reviens dans ton entreprise physiquement, tu as des gens qui ont travaillé, donc tu retrouves certains collègues. Est-ce que tu ne crois pas que les clients vont s'adresser aux fournisseurs peut-être d'une manière différente, qu'un lien va se créer? Je ne sais pas. Là, sur le plan général, je pense que la situation ne redeviendra pas comme avant, à minima, avant beaucoup de temps. Après, je pense que, moi, je peux témoigner de notre vécu personnel, qui est peut-être pas généralisable. Je pense que cette période-là, ça a été une période où, alors ça va vous paraître bizarre, mais je pense que beaucoup de masques sont tombés. C'est-à-dire que là, on a eu dans cette période-là à la fois des mauvaises surprises de certaines personnes et au contraire d'excellentes surprises d'autres personnes. Et donc ça, je pense que ça va laisser des traces et des souvenirs dans la durée. Oui, et je pense qu'en fait, je pense qu'on a vécu quelque chose qui a fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont tout de suite adaptées un peu différemment. Et même des fonctions, même quand on voit la fonction d'enseignant qui était l'éducation nationale, qui n'était quand même pas a priori ceux qui s'adaptent le plus, il y a eu une capacité d'adaptation qui était énorme. Je pense que dans les entreprises, c'est pareil, il y a eu des gens qui se sont vraiment adaptés et que on va rentrer dans une période où on va être en adaptation permanente pendant pas mal de temps. Et je pense que c'est difficile de dire avant et après, quoi. C'est vraiment, on va continuer d'être sans arrêt dans une adaptation. Et c'est ceux qui sauront s'adapter aux nouvelles situations qui vont bouger sans arrêt dans les mois qui viennent, que c'est ces entreprises-là, à mon avis, qui seront les plus performantes. Et pour revenir sur tes deux questions, Jean-Pierre, je pense notamment aussi à un truc qui peut être fait dans les entreprises et qui peut amener beaucoup de choses. C'est en fonction des problèmes qui se posent, qui peuvent être des problèmes que les clients ont disparu ou au contraire que les approvisionnements se font mal ou que la production est bloquée, etc. De faire appel aux idées de tout le monde et pas uniquement aux idées des spécialistes. C'est-à-dire, bien sûr, pour résoudre un problème d'approvisionnement, les approvisionneurs, c'est clé. Mais pour résoudre aussi ces problèmes-là, on peut avoir d'autres personnes dans l'entreprise qui ont des idées ou qui ont de la bonne volonté et qui, dans cette période très agitée, peuvent amener des idées ou du renfort là où on a le besoin. Les hôpitaux ont fait une brillante démonstration de ce truc-là. Et ont su absorber un choc de demande monstrueux, si je le dis en termes économiques, et ont su le faire parce que leur personnel a fait preuve d'une grande capacité d'auto-adaptation. Je voudrais profiter de la présence d'une personne qui nous suit depuis longtemps. Je suis désolé, Madame Régnier, de vous mettre encore à contribution, mais ce que je voulais voir, c'est est-ce que vous pourriez nous donner un peu votre témoignage de ce télétravail ou cette période au sein de votre société, comment ça s'est passé et les points auxquels il a fallu faire attention. Et puis surtout, demain, quelles seraient vos attentes ou comment vous voyez le fonctionnement avec un fournisseur pour pouvoir justement répondre aux attentes de vos clients finaux. Si vous vouliez répondre, Madame Régnier. Et ouvrir votre micro. Oui, bonjour à tous. Donc oui, on va être obligé de rediscuter de plein de choses avec nos clients, à savoir
qu'est-ce qu'ils ont comme attente immédiate et qu'est-ce qu'ils envisagent pour les mois à venir, parce que toutes les choses sont bousculées en fait. Et est-ce que vous pensez que les relations avec vos fournisseurs vont être différentes par rapport à ce que vous aviez vu avant? Ah, je pense oui aussi que les relations fournisseurs vont être complètement changées. Enfin, tout le monde est obligé de faire tout son possible pour s'adapter et les fournisseurs de la même façon en fait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ou interpellations? Je vais toujours reboucler sur quelqu'un d'autre. J'aime bien faire parler les gens quand je pense qu'on a l'avantage et le plaisir absolument d'avoir un de nos experts ici, donc Pascal, qui est dans un peu ce que tu disais, Anne, tout à l'heure, la partie enseignement sur un métier qui est très, très particulier. Comment toi, Pascal, tu vois un peu cette nouvelle phase, cette transition de ton côté? Ben, je sens qu'il va y avoir des changements, mais est-ce qu'ils vont être permanents, j'en sais rien. En tout cas, je sais que si je veux arriver à faire des formations dans les semaines qui vont venir ou les mois qui viennent, il va falloir que je propose des formations à distance, qui peuvent être mixtes aussi, parce que comme il y a de la pratique, ben, on peut peut-être faire la théorie à distance et la pratique plus tard sur site. Et puis, je vois aussi mettre en place des modules de formation de e-learning, quoi, que les personnes puissent venir suivre leur parcours quand elles ont 5 minutes. Alors ça, je pense qu'il y a un intérêt fort pour la période qui va suivre. Est-ce que ça va s'installer durablement? Je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il va y avoir des changements, quoi. Et c'est vrai que ça me fait repenser beaucoup de choses parce que pour moi, avant, je disais le distanciel, c'est du présentiel à distance. Mais non, pas du tout, quoi. Je vois bien que l'attention n'est pas la même, les durées que les gens acceptent ne sont pas les mêmes, donc il faut revoir beaucoup de choses, quoi. C'est un vrai changement, quoi. Oui, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas dit dans les réunions. C'est sûr que les visios, bon, il faut aussi prévoir des pauses. Oui, Et nous, d'expérience, on ne peut pas faire une visio de plus de 2 heures. Et si on fait une visio de 2 heures, il faut avoir fait au moins 1 ou 2 pauses. ouais. Organiser ces pauses parce que sinon, ça demande quand même une attention qui est très, très importante. Et puis, on ne peut pas enchaîner les visios toute la journée non plus, quoi. Oui, oui, oui. Oui, j'ai vu, effectivement, ça fatigue plus que le présentiel. Oui. Tout à fait. Et, Et un petit truc pratique quand vous faites des visios comme ça avec des pauses. Pendant la pause, vous partagez un slide sur lequel vous mettez un décompteur. Donc, si on dit qu'on fait une pause de 10 minutes, vous lancez un chrono qui décompte de 10 minutes, comme ça tout le monde voit. Et puis, ça permet que les gens reprennent à peu près en phase. Et puis, vous demandez aux gens de laisser le haut-parleur branché. Et puis, 2 minutes avant, vous débrouillez pour faire un ding-ding ou un pouet-pouet et que ça s'entende. Ah oui, c'est une bonne idée, ça. Parce que pour aller récupérer les gens, c'est compliqué à distance. On ne peut pas aller les chercher au café. Oui. Non, c'est ça. Je peux même vous dire à qui j'ai piqué l'idée. Je l'ai piqué à Google. Non, non, mais merci, c'est une bonne info. Oui, la durée de 2 heures, ça j'avais noté, ouais, effectivement, que c'était un grand, grand maximum, quoi. Parce que j'avais entendu dire qu'il fallait faire des sessions de 45 minutes. Oui, oui, mais Ouais, c'est vrai aussi. Après, ça dépend de ce qu'on fait. oui, Mais c'est pour ça, 2 heures, ça demande au moins 1 ou 2 pauses. oui, c'est ça. Alors, par contre, ça demande beaucoup plus d'attention. Mais si c'est bien managé, ça peut être très, très efficace aussi. Ouais, Plus efficace que des réunions présentielles. Parce que justement, tout le monde est beaucoup plus attentif si c'est bien managé. oui.
Et là, on a plusieurs personnes avec qui on a fait des visioconférences, dont certains nous ont dit, bah, depuis qu'on le fait, on trouve qu'on est plus efficace. Et ce qu'on a dit dans la présentation tout à l'heure, c'est-à-dire que encore plus que dans des réunions ou des formations présentielles, il faut vraiment préparer à l'avance, avoir un ordre du jour très clair. Si par exemple il y a des choses que les gens ont besoin de connaître à l'avance, il faut leur envoyer et puis pas leur envoyer 5 minutes avant, quoi. Enfin, il faut leur envoyer avec un préavis qui corresponde au temps dont ils ont besoin pour absorber ces informations qu'on leur envoie. Enfin, faut vraiment travailler et réfléchir à quoi les gens avec qui on va interagir dans cette visio ont besoin, qu'est-ce qu'ils attendent à la fin et comment, c'est quoi le plan de bataille qu'on se prend pour y arriver, quoi. Ouais. L'avantage que j'y vois, c'est que ça nous oblige à être plus professionnels, quoi. À plus organiser les choses et on cherche plus l'efficacité. Ouais. Mais ouais, c'est vrai, c'est important. Sans omettre un peu d'informel, c'est-à-dire, pareil, les trucs qu'on fait tous quand on démarre une réunion présentielle ou comme les 2 minutes où tout le monde rentre dans la salle, on discute soit de la famille, soit du beau temps, soit on fait une petite blague, etc. Il faut faire exactement pareil à distance. Oui. Et cet aspect humain, informel, il est il est encore plus essentiel à distance parce que la distance a tendance à le gommer. Et donc, il faut pratiquement faire un effort sur soi-même pour le faire. Ah oui. Enfin, oui, je sais que tous les lives qu'on a fait avec CPLEC, là, il y avait un petit moment où on discutait comme ça en live. C'était bien. Et oui, je vous rejoins, c'est important. Moi. Enfin, en étant spectateur, j'ai trouvé que c'était hyper important, quoi. Ok, merci Pascal. Merci aussi à Madame Régnier d'avoir intervenu. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à rajouter encore ou on peut clôturer? Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant. En tout cas, merci à vous. Merci Pascal. Je tiens à remercier déjà nos suiveurs habituels de nous avoir encore accompagnés, surtout sur une thématique de ce type-là. Je le répète, qui fait partie des expertises qu'on appelle un peu transverses chez CPLEC, c'est-à-dire qu'on a nos expertises métiers proprement dit, où là, on connaît bien. Et le transverse, à nous de nous appuyer sur ceux qui savent. Et puis là, on a l'avantage d'avoir Inotelos, donc Anne et Didier. Merci beaucoup. Je pense que c'est très intéressant et ça nous amène tous à réfléchir sur comment préparer ce qui nous attend. D'autant plus qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, c'est là un peu l'intérêt de la chose. Donc, merci à tous. Donc, les prochains lives semaine prochaine, donc ça va être sur la partie ligne 5S, sur une partie data énergie et sur une partie fabrication additive et matériaux ESD. Donc, on avance un petit peu. On va aussi poursuivre ces lives avec une association dont j'ai souvent parlé, qui est PC2A, qui regroupe des industriels de l'électronique, donneurs d'ordre, sous-traitants, laboratoires. Donc, on va faire aussi des lives avec eux. On va d'ailleurs inclure certaines thématiques d'experts PC2A dans des lives CPLEC pour pouvoir toujours garder un petit peu ce contact. Alors, je pense qu'on va pas en faire maintenant 3 par semaine parce que je pense que la reprise, chacun va être un petit peu orienté sur son activité, sur son organisation, mais on veut vraiment garder ce lien parce que pour nous, ça nous semble très important. Est-ce que Mélissa, tu as des choses à rajouter ou pas? Non, rien de plus. À part voilà, que les lives CPLEC sont toujours disponibles du coup sur notre chaîne YouTube.
Donc, il ne faut pas hésiter à partager, à voir ou à revoir les lives. Et sinon, voilà, c'est tout. Merci à tous et bonne fin de journée. Bonne fin de semaine aussi, puisqu'au final, du coup, demain, c'est férié. Oui. C'est toujours Merci fermé. à tous. Le confinement, c'est fermé. C'est férié. Anne, il Merci faut à que tu arrêtes bientôt. l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement.